Il est répandu, il est médiatisé et de plus en plus on parle beaucoup de résilience. Il y a des séminaires de résilience, des associations de résilience, des centres de résilience, etc. C'est particulièrement un terme de la psychologie et ça s'adresse au mental des gens. Pour aller rapidement, il s'agit de la capacité d'une personne à faire face aux difficultés de la vie sans mettre pour autant en cause sa vie. Au départ, le sens étymologique, c'est lorsque on chauffe un fer. Par exemple, le forgeron, quand il chauffe un fer, le fer peut s'étendre. Le fer est résilient lorsque, après l'avoir refroidi, il reprend sa forme initiale. On dit alors que le fer est résilient.
stratégie pour ne pas remettre en cause son niveau de vie. Le contexte actuel veut que de plus en plus les individus, les familles et les nations deviennent résilients. La vie devient de plus en plus difficile, vu le contexte politique. Le Covid a créé beaucoup de situations de vulnérabilité. Des familles, quelquefois, c'est le papa qui meurt du Covid ou c'est la maman, et souvent laisse les orphelins. Que ce soit en Afrique ou ailleurs, le Covid a fait beaucoup de dégâts dans les familles. Et quelquefois, ce sont des personnes les plus vigoureuses, des personnes qui peuvent travailler, qui ont contacté le Covid et beaucoup en sont morts. Alors, il faut ajouter au Covid, tout ce qui concerne l'Afrique, surtout le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le terrorisme. Le terrorisme a aussi endeuillé les familles. Il a créé beaucoup de violence, beaucoup de décès dans les familles. Et là aussi, on se retrouve avec l'engrenage de la vulnérabilité. Alors, les problèmes provoquent à la fois le terrorisme et le Covid, c'est le fait que, au-delà de la perte de la vie, il n'y a que l'économie ne suit plus. Par exemple, beaucoup de pays ont des problèmes parce que les flux touristiques, les touristes a pris un coup et beaucoup de gens qui vivaient du tourisme ne peuvent plus vivre. Ce qui veut dire que la circulation de l'argent, en quelque sorte, est ralentie parce que les gens restent chez eux. Alors, j'ai lu que à cause du terrorisme, l'Afrique va connaître des problèmes et en ce qui concerne les marchés à bétail, l'offre va chuter de l'ordre de 40%. Inutilement que, en ce qui concerne beaucoup de pays, le choc va être tel que les gens seront désemparés. Par exemple, le prix du pétrole, nous savons ce que c'est au Burkina Faso. Il y a le prix des matières premières. Il y a beaucoup de pays qui sont déjà vont encore s'approvisionner. Alors, face à ces situations, il est bon que les familles s'entraînent à la résilience. De plus en plus de familles vont avoir des problèmes, quelquefois juste pour
Et il est même dit que même en France, beaucoup de gens non loin de supermarchés, il y a encore à manger, mais ils se couchent sans avoir la capacité d'aller acheter de quoi manger dans ces supermarchés. On pense que l'heure de la nourriture, bon marché, est finie. Donc, pour manger, ça va être de plus en plus difficile, alors que ça l'était déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais juste présenter quelques points que moi aussi, j'ai essayé de retrouver dans la littérature. Il y a des populations qui ont fait des choses et qui sont données en exemple. Je vais donner l'exemple de ce que les femmes ont fait en Syrie. À cause de la guerre, 450 000 personnes ont fui leur ville, la ville, ils ont fui Alep, c'est le nom de la ville. Et ils sont allés dans une autre région qui s'appelle Tartus. Ces personnes ont été recueillies dans les centres, mais très vite, les capacités des centres ont été dépassées. Ils se sont retrouvés avec 1600 familles logées dans 21 centres. La ville n'était pas prête à recevoir autant de monde. Donc très vite, la ville a été dépassée par les égouts. L'eau a commencé à fleurir. La ville est devenue nauséabonde. Les saletés et tout ont envahi la ville. Les femmes en particulier ont fait des démarches auprès des autorités. Les autorités ont sollicité des PNUD. Et les PNUD ont intervenu avec un programme appelé Programme de résilience. On a donné aux femmes des kits composés d'outils pour réparer les égouts. Et en réparant les égouts, elles ont été payées. Donc, non seulement elles ont rendu la ville propre, mais elles-mêmes, elles ont trouvé des ressources et elles ont pu améliorer leur existence. On a appelé cela donc programme de résilience. Donc, dans le domaine économique, c'est lorsque une personne est soumise à une situation économique difficile et cette personne peut utiliser cette situation pour améliorer sa vie. Il y a plusieurs exemples, mais je vais sauter et en venir à des propositions que j'ai collectées par-ci par-là. Ce sont des conseils de résilience adressés aux familles modestes ou même vulnérables. Si vous n'avez pas les moyens pour faire face à vos besoins habituels en tant que famille, la salaire pourrait que vous puissiez ne pas compter
diversifier leurs sources de revenus. Dans la plupart des cas, les gens se contentent du salaire. Tout le monde sait qu'il devient de plus en plus faible. Quelqu'un a dit que le niveau de vie monte par l'ascenseur alors que le revenu monte par l'escalier. Non, je reprends. Le niveau de vie. Non, je reprends. Oui, les salaires, plus montent par l'escalier. Donc on marche lentement pour monter. Alors que la cherté de la vie, elle monte par l'ascenseur, donc elle va plus vite. C'est qui zéro. Moi, j'ai vendu le propre de mon père à 125 francs quand j'étais encore élève à l'école primaire. Maintenant, un coq coûte 5 000 francs. Bon, si vous divisez les 5 000 francs par les 125, vous voyez ce que ça donne. Bien sûr, les salaires ont augmenté, mais n'ont pas rattrapé le coût de la vie. Toute la stratégie pour une famille, c'est dire comment je vais faire pour ne pas compter par exemple sur un seul salaire. Il peut même arriver que ce salaire ne soit pas servi régulièrement. Nous avions des étudiants des pays voisins. Et en ce moment, les pays traversaient des difficultés. Donc, ils n'arrivaient pas à avoir leur salaire régulièrement. Et nous leur avons dit, comment vous faites, même pour venir étudier alors que vous n'avez plus de salaire. Et on leur a dit, si jamais ça arrivait dans notre pays, nous serons perdus. Et ces étudiants nous ont dit, c'est parce que ça ne vous est pas arrivé que vous dites ça. Si ça arrive, vous allez trouver des sources de revenus. Alors il faut pouvoir anticiper et apprendre à diversifier ces sources de revenus. Il est recommandé d'ajouter à l'activité principale source de revenus des activités occasionnelles ou régulières génératrices de revenus. Les petits commerces, les armées ou l'élevage familial, la vente de petites échelles d'or. Ce type d'activité peut prospérer et finir par devenir important pour une famille. Alors, la deuxième chose qui est conseillée, c'est de mutualiser, coopérer entre familles à faire des revenus. Une certaine solidarité entre familles peut aider à s'auto-suffire. Par exemple, on peut monter une affaire ensemble quand on ne peut pas le faire tout seul. Cette coopération peut prendre la forme d'une continue pour financer des petits projets de famille. Lors du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu, j'étais allé à l'ODE parce qu'on m'avait été demandé d'étudier l'Église et le développement.
suis allé à Dieu. J'ai été édifié par une expérience que le vie fait. Alors, elle demande à des femmes qui n'ont vraiment pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas accès aux prêts bancaires, de se rassembler et d'épargner chacune, pas grand-chose, pendant 1000 francs. Lorsque si elles sont 5, elles sont 6, elles sont 10, lorsqu'elles mettent de côté 1000 francs, ça fait 10 000 francs. Et avec 10 000 francs, on va demander à cette femme d'entreprendre quelque chose. Et bon, pendant qu'elle commerce, elle va continuer à cotiser, puis on va donner à une deuxième femme. Et beaucoup de femmes ont réussi leurs petites affaires, rien qu'en faisant une épargne entre elles. Troisième proposition, c'est rationaliser les dépenses des ménages. Par les temps qui courent, il est demandé aux uns et aux autres, pour être résilients, d'éviter les dépenses d'apparat et les cérémonies ostentatoires. Ce sont les cérémonies qui encadrent des dépenses inutiles. Et sur ce point, l'Afrique est champion. Il paraît que c'est les tiers-monde qui consomment plus qu'ils n'investissent. Dans certains pays, dans certaines ethnies, il y a des funérailles qui durent 3 mois. Et pendant les 3 mois, la famille va loger dans la maison du défunt. Et pendant 3 mois, la famille du défunt se fait l'honneur de nourrir toute la grande famille. Et à la fin, non seulement on a perdu quelqu'un, mais on a perdu aussi toutes ses ressources. La résilience consiste à voir comment nous pouvons diminuer nos dépenses de mariage, nos dépenses de funérailles, nos fêtes trop arrosées, etc. Moi, personnellement, j'aime quand les mariages finissent dans la cour. C'est sous la forme d'un cocktail. Chacun prend un morceau de brochette et puis une bouteille et s'en va. Si tout le monde était d'accord, on peut faire le mariage ici et permettre d'économiser de l'argent qui consiste à aller louer des salles pour 1000 francs. Ce sont ces dépenses d'apparat qui font tomber plusieurs familles dans la dépendance et le parasitisme. Comme le temps passe, je vais conclure. On peut aussi envisager des activités communes au sein des églises. En particulier, nous qui sommes des églises, nous pouvons développer des activités de résilience.
d'une église dans le cadre de plusieurs églises. Le centre de résilience peut prendre ainsi un caractère multifonctionnel. Un centre de résilience peut être un centre de formation. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on donne des formations à certaines personnes. Parce que pour entreprendre, les gens vont être plus ou moins formés. Ce centre peut être aussi un centre d'écoute et de soutien. Le temps ne m'a pas permis, mais la résilience est aussi psychologique. Et sur ce point, on sait que de plus en plus, les personnes qui sont psychologiquement vulnérables seront de plus en plus nombreuses. J'ai lu l'histoire d'une femme qui a créé quelque part un centre de pardon et un centre d'écoute. Et c'est des dimensions qui interpellent les chrétiens. C'est ça. Ce centre peut être aussi un centre de santé. Alors, on peut créer aussi en commun un centre de gestion des crises liées au tourisme ou au Covid. On peut s'occuper des familles en leur donnant des réponses immédiates. Si quelqu'un a des problèmes, ne sait pas à qui s'adresser, et bien s'adresser par exemple au pasteur, s'adresse à l'église, un centre comme ça peut permettre d'aider, d'accompagner. Alors, on dit que c'est là qu'il est urgent, parce que de plus en plus, on va se trouver avec des personnes en difficulté et qui ne savent pas vers qui aller. Pour se rendre visible par rapport à des actions comme ça, il vaut mieux s'organiser par exemple en association. J'ai proposé cela à des femmes de Kaya. Effectivement, elles ont créé une association chrétienne des femmes pour la résilience. Et elles associent l'ensemble des femmes, mais là-bas, c'est particulièrement des femmes d'une certaine catégorie professionnelle qui se sont mises ensemble pour demander de l'aide et du soutien. Les gens financent plus facilement une association plutôt qu'un individu. Donc, on peut s'organiser ensemble, on peut s'organiser par famille, on peut s'organiser tout seul.
Je trouve que c'est une excellente idée de la part des responsables de l'Église. C'est des moments de partage, de communion fraternelle tels que recommandés par la Bible. Et vraiment, c'est des occasions de manifestation de l'amour demandé par notre Seigneur Jésus. Cet apport a été considérable, nous allons dire, parce que nous avions eu des enseignements concernant comment assurer une certaine harmonie au niveau de la famille, comment nous appuyer dans l'éducation des enfants, comment rendre la famille conviviale et harmonieuse suivant la volonté de notre Seigneur. Merci. Je remercie tous les moniteurs qui nous ont encadrés jusqu'aujourd'hui. Je remercie le mois de la famille. Et qu'est-ce que tu as appris au cours du mois de la famille? J'ai appris que nous devons nous souder comme nous sommes la famille, nous devons être toujours ensemble. C'est une très belle chose que l'Église ait pris l'initiative de confier donc les familles à un département. Et ce département, pour la 6e édition, donc, organise le mois de la famille et particulièrement une journée comme celle-ci dédiée donc à la famille à travers donc un repas. C'est une très belle chose à mon avis. Je crois que ça renforce les liens parce que vous verrez qu'il y a des tranches, des groupes donc les familles donc se sont regroupées par tranche d'âge. Les enfants ont été pris en compte, les célibataires ont été pris en compte et personne n'est isolé en ce jour-ci. Tout le monde, vraiment dans une cohésion totale. Toute une grande église comme Tanguin, alors je dois dire que c'était un gros challenge pour le comité et challenge totalement réussi. Merci beaucoup. Pour ce mois de la famille, il faut dire qu'on a commencé en début septembre et chaque mardi et chaque vendredi, nous avions des enseignements sur la famille, voilà, comment vivre en famille, l'éducation des enfants et tout. Et on a consacré ce dimanche à la fête de la famille. Et voilà, donc pour qu'on puisse communier ensemble, toutes les familles avec les enfants. Et il faut dire que bon, quant à l'organisation, on n'a pas eu trop de difficultés parce qu'il y a des groupes qui se sont créés selon les tranches d'âge du mariage. Voilà, donc chaque famille s'est retrouvée dans un groupe. Il y a aussi le groupe des célibataires, il ne faut pas les oublier. Il y a aussi il y avait des responsables de chaque groupe et qui faisaient également partie du comité élargi de pilotage de cette fête d'aujourd'hui. Le département mariage et famille est sous l'autorité du pasteur principal de l'église et il y a une coordination qui est faite par les anciens de l'église et les diacres, puis certains pasteurs. Et nous avons un comité opérationnel de 4 familles dont nous avons un responsable chargé du secrétariat, un responsable chargé de la trésorerie et un responsable chargé des questions spirituelles. Et en dehors de ce petit bureau-là, nous avons au moins 19 familles qui constituent le département avec des conseillers conjugaux. Et ça a été constitué comment? Au niveau des pasteurs, nous avons eu un représentant de famille, au niveau des anciens, un représentant, au niveau des différentes structures de l'église, un représentant, au niveau, par exemple, des cellules que constitue l'église aussi, là aussi un représentant. Et c'est tout cela qui a été validé et autour d'une formation, ils ont été rendus capables de pouvoir assister et aider les différentes familles au sein de l'église pour une vie harmonieuse. Voilà, nous les sourds, nous sommes très contents pour le mois de la famille. Pour bénéficier, le partage, les conseils, savoir comment vivre une vie de paix dans les familles. Amen. Avec la crainte de Dieu. Nous voulons d'abord vous dire merci pour votre présence et demander à Dieu qui règne dans le ciel de régner dans notre pays. Au ciel, il y a la paix et nous espérons qu'il enverra la paix dans notre pays, mais également dans nos foyers. Ce mois a été dédié à une réflexion, mais également à la prière pour nos familles. On a développé différents thèmes. C'était notamment la crainte de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour la participation. Vous avez été témoins aujourd'hui. Malgré le contexte un peu difficile, les gens sont restés fidèles, ils sont venus. Et nous bénissons le Seigneur. Notre prière est que Dieu bénisse nos familles. Dieu ramène les paix dans nos cœurs
la paix dans nos familles et la paix dans notre nation, en étant simplement un témoin. La famille chrétienne est appelée à être témoin de la grâce, témoin de l'espérance, témoin de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, la famille, c'est un peu le modèle réduit de la pensée de Dieu, comme Christ. On dit le mariage, c'est comme Christ, et le mari, c'est Christ, et l'épouse, c'est l'Église. On doit être le témoin de cette union, de cette paix, de cette harmonie, qui peut rayonner dans nos familles, rayonner en nous d'abord, rayonner dans nos familles, et rayonner autour de nous, dans le quartier, au service et dans toute la nation. C'est une tradition, chaque mois on fait le mois de la famille, et cette année on a voulu quand même se réunir, parce que dans la parole de Dieu on voit que la communion est une chose importante. On voit Abraham qui est venu, Dieu qui est venu manger avec Abraham, Jésus qui a voulu manger la scène, et on voulait quand même avoir un temps de communion pour partager ensemble, pour nous encourager à être ces témoins-là, les témoins dans des heures difficiles. Et quelquefois, on dit que quand il y a beaucoup d'obscurité, la lumière doit briller plus fort. En fait, quand on dit une famille réelle quelque chose, mais c'est la vie des familles. Ce sont des problèmes qu'on règle au fur et à mesure. On ne peut pas faire... c'est pas statique. La famille, c'est régler continuellement des problèmes et essayer de vivre en harmonie ensemble. Oui, il y a beaucoup de familles qui se sont réconciliées. Oui, il y a des parents qui sont revenus vers leurs enfants. Il y a eu des séances de pardon, des moments de pardon, de réconciliation, et également de lâcher prise, mais également le désir d'être comme Christ et d'être comme Dieu dans nos familles.